Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la caverne du ciné. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau top 5. Alors vous le savez tous maintenant, je parle de cinéma français à longueur d'année, mais il faut bien le dire, je ne peux pas mettre en avant tous les bons films de chaque année, c'est impossible. Alors c'est pour ça qu'avec Cash, on va revenir ensemble sur un certain nombre de films de chaque année et mettre en avant certains longs métrages français dont je précise vraiment, parce que j'ai lu certains quand même de vos commentaires, dont personne ne parle jamais sur YouTube. Alors, après avoir parlé longuement de l'année 1960, on va revenir ensemble aujourd'hui sur l'année 1961. Donc, tout d'abord, je vais introduire mon ami H. Salut H, comment tu vas? Salut Steve, ça va? Tu vas bien? Bah écoute, Très ouais, bien. content de revenir pour cette année 61. Ben voilà. L'année 60, elle a quand même pas mal marché, donc ça vous a plu ce concept comparé à d'autres? Donc ça fait plaisir. Il faut le dire, on revoit énormément de films pour faire chaque mois pardon, notre top 5. Moi, je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à replonger dans cette année. Il y avait énormément de films que j'ai appréciés. Alors avec H, comme j'ai dit, on évoque également certains classiques, du cinéma. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir, je vais mettre les liens en description, n'hésitez pas à aller voir les oiseaux ou bien la vidéo qu'on a fait sur les dents de la mer, ça fait plaisir. Alors avant de continuer, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et désormais si vous voulez soutenir cette chaîne, mon travail sur cette chaîne, vous pouvez devenir membre soutien de la Caverne du Ciné en cliquant sur le bouton rejoindre, ça fait toujours plaisir. Alors comme dit, on va chacun présenter avec H notre top 5. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou ailleurs et que vous êtes prêts à faire un bond dans le passé pour revenir en 1961. Allez go, c'est parti. Alors H, je commence, n'est-ce pas? Vas-y, à toi l'honneur. Commence toujours, Parce voilà. que ça a été une sélection, vu que j'ai regardé à peu près une dizaine, douzaine de films, donc il a Ouais. fallu faire une sélection forcément, et c'était pas aisé. Ah, c'est pas aisé, Plus, de toute manière, je crois que plus on va avancer dans les années, moins ça Oui, va être facile plus je pense que de ça va faire être vraiment. difficile. Enfin, au moins c'est Va qu'on a falloir vu faire des choix drastiques. au moins on a vu de bons films, c'est ça. Oui, Voilà. on a vu de bons films, oui, oui, oui. Et puis voilà, ça nous remémore, ça nous replonge dans les années. Et puis des fois, Après, il y a comme des je films. dis, hein, notre top 5, c'est uniquement subjectif. Hein, Bien sûr, ça comme ne regarde d'habitude, que nous. Hein. bien sûr. Alors, mon top 5, alors mon numéro 5 à moi, pardon. Alors, je vais te mettre ça tout de suite à l'écran. Mon numéro 5 à moi, voilà, c'est ça. La belle Numéro 5. américaine. Eh oui, La Belle Américaine. La voiture, Mais tu vas pas pleurer. tu l'as achetée? Oui, Tu l'as payée? ben, il a bien fallu. Donc, La Belle Américaine, de un film. Alors, c'est quoi? C'est une comédie, réalisée donc par Robert Derry Avec et l'équipe des Branquignoles, c'est ça? exactement, et coécrite avec Pierre Tchernia. Mhm. Donc, c'est un film, qui marque le grand retour de Robert Derry au cinéma. Lui qui avait disparu, des écrans depuis 1954 et le film, Allez belle bacchante. Alors, je vais faire un petit, rapide résumé du film. C'est en achetant pour 500 francs une superbe voiture américaine, Marcel, ouvrier en usine, a fait l'affaire de sa vie et cette belle américaine, elle va néanmoins lui causer de nombreux déboires. Alors, comme on aime toujours les chiffres, sur la caverne du ciné, vous le savez très bien maintenant. Le box-office, donc à la sortie du film, le film, remporta un vrai succès auprès du public, avec plus de 4,1 millions de spectateurs en salle. Ce qui le classa quand même à la 9e place du box-office cette année-là. Je suis pas un énorme fan, hem, on va dire, de l'humour général des Branquignoles. Je sais que c'est une troupe qui a bien réussi, qui était très connue à l'époque, qui a eu beaucoup de succès, notamment, voilà, sur les planches également. Mais c'est vrai que j'adhère pas toujours à leurs films. Donc que s mettre La Belle Américaine en numéro 5 de cette année-là, franchement, c'est un peu une surprise, même pour moi, D'accord. honnêtement. Mais c'est vrai que j'ai pris pas mal de plaisir à revoir ce film. Donc alors au niveau du casting, bon forcément, il est dingue, le casting, on retrouve, de nombreux membres de la troupe, D'ailleurs je vais vous mettre un peu quelques photos là. Là, vous voyez La Belle Américaine. Donc alors au niveau du casting,
On a forcément beaucoup de membres de la troupe des Branquignoles, dont Robert Derry, pardon, et Colette Brosset, donc sa femme en tête. Mais aussi on a De Funès, on a, Jean Lefebvre, on a, Michel Serrault, on a également je crois Jean Carmet ou encore Jacques Legras. Donc vous voyez, c'est vraiment, Ouais, la fine équipe, quoi. ah ouais, voilà, il y a quand même beaucoup de monde quoi, genre qui est très, très connu. Alors même si c'était peut-être pas tous encore, tous des grandes stars à l'époque, il y avait quand même, pas mal de monde quoi. Vous le voyez, il s'agit d'une superproduction où des milliers de figurants traversent des paysages aussi somptueux qu'exotiques. Le dialogue est éblouissant. Et il y avait également, des gens comme Pierre Dac, Christian Marin, il y avait Grosso et Modo également. Il y Mmh. avait il y avait le fameux Claude Pieplu que j'aime beaucoup ou encore Gérard Hernandez, hein, et j'en passe. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Donc ça fait plaisir de les revoir en fait dans une comédie tous ensemble. C'est surtout ça aussi en fait la force du film, c'est le casting quoi. Faut avant D'ailleurs, que qu'ils seront quasiment tous réunis, pour le ouais petit quand même baigneur. ça fait plaisir de les revoir tous, Mmh. et alors petite anecdote sur le film, donc le film est en noir et blanc, mais avec un budget particulièrement bien tenu, qui a permis d'offrir en fait aux spectateurs les 3 dernières minutes du film en couleur. Donc, si vous avez jamais vu le film, voilà, attendez-vous à voir les dernières minutes en couleur. Et faut aussi savoir que 500 nouveaux francs, donc en 1961, le prix de la Oldsmobile, c'est une Oldsmobile dans le film, c'est pas une Cadillac, hein, c'est une Oldsmobile. Alors ça équivaut à environ 800 € de nos jours. Vous voyez un peu, quand même l'affaire qu'il a fait quoi, sur la voiture. Il l'a pas acheté très cher, on est d'accord? Ouais, il a fait une bonne affaire, hein. Ah ouais, donc H, toi tu l'as vu le film, n'est-ce pas? Oui, mais il y a bien Tu l'as il y a longtemps que je l'ai vu celui-ci ouais. et mais c'est vrai que j'en avais gardé un bon souvenir. Ne croyez pas qu'il s'agisse d'un film policier. Ce n'est pas une histoire d'amour. Chérie. Chérie. Est-ce que toi tu es friand ou pas? Ou est-ce que tu aimes bien la troupe des Branquignoles en général? Donc là, on a Michel Serrault, hein. Est-ce que j'étais sensible, Ouais, à leur humour alors, on va dire ça comme ça, on va à leur dire ça comme humour? ça. Oh, c'est potache, tu vois? C'est de Ouais, l'humour voilà, c'est potache, voilà. Bon, je veux dire, quand tu es plus jeune, oui, quand j'étais plus jeune, ça me faisait rigoler, tu vois? mmh, Bon, après, en grandissant, si, bon, il y a des gags qui passent, moins, ouais. forcément, mais ça reste quand même, voilà, c'était une troupe, qui Ouais, excellait c'est une troupe dans mythique du voilà, cinéma donc français, je suis voilà, d'accord. exactement, qui excellait, donc bon, il y a quand même des bons passages, faut le reconnaître. Oui, il y a beaucoup de bons il y a Voilà. beaucoup de grands acteurs qui sont sortis de cette troupe, quoi. Forcément, ils Et c'est ont vrai que c'est comme je te disais, c'est vrai qu'après quand Robert Derry a fait le Petit Baigneur avec De Funès, où là, où tu vois qu'il y a quasiment la troupe a été, quasiment réunie. Bon, mmh. là, c'est vrai que ça gravillait, ça tournait autour de Louis de Funès qui était là une star, à la différence de La Oui, Belle voilà, c'est Américaine. différent. Le fi Voilà. voilà, le ouais. Donc les gags étaient adaptés à De Funès. Donc là, bon, c'était autre chose. Vous retrouverez Robert Derry, l'acteur aux 1000 visages, souvent majestueux. Mais oui, non, franchement, ça se regarde sans déplaisir. Ouais, après parce que je me rappelle que j'avais, récemment, j'avais sorti une vidéo cet été sur Le Petit Baigneur et j'avais quelques commentaires qui m'avaient interpellé sur le fait que, j'aime bien quand vous laissez des commentaires et que vous qu'on débat dans la bienveillance. Mais je me rappelle qu'il y a des gens qui me disaient, «Tu peux pas dire que tu aimes pas la troupe des Branquignoles». Et j'ai envie si j'aime pas quelque chose, je le dis. Je dis pas qu'ils sont mauvais, je dis pas que la troupe des Branquignoles, je la trouve mauvaise et que je la respecte pas. C'est juste qu'avec certains films de cette troupe, j'avais du mal, c'est Il tout. faut accepter que chacun peut Heu, avoir un point de vue différent et ouais, c'est aimer ça. ou ne pas aimer. C'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose ou parce qu'on n'est pas sensible à quelque chose qu'en fait on n'estime pas, et on qu'on n'approuve pas le travail et Tout qu'on à ne fait. comprend pas que la personne est un grand réalisateur. Il y a bien des gens qui finalement vont pas voir, la vidéo des oiseaux sur la chaîne, hein, n'est-ce pas H? Alors que Ouais, c'est un grand réalisateur, Alfred Hitchcock. exactement. Voilà, c'est tout, il y a pas de débat sur ça. Donc moi, en fait, La Belle Américaine, j'ai bien aimé et j'ai envie de vous dire que même si, comme je viens de le dire, je suis pas un énorme admirateur des Branquignoles, je sais que c'est une grande troupe qui a énormément de succès au cinéma et sur les planches, hein, et qui a révélé Si tu plein l'as de mis dans talents. ton top 5, c'est que tu as estimé que ce film-là, voilà,
tu l'as regardé avec plaisir, tu as passé un bon Ah ouais, moment. Voilà, c'est le ouais, c'est principal. ça. Et vous serez ravis de revoir des comédiens dont les noms sont sur toutes les lèvres et aussi au bas de cet écran. Qu'est-ce que je lis? Je lis ce qu'il y a écrit. C'est ça, c'est ça. Il y a des films comme les anciens films, par exemple, que ce soit Allez Belle Bacante ou Allez France ou encore Vos gueules les mouettes. Voilà, je suis pas très client, quoi, hein. Oui, Mais bah ce voilà. film-là, je l'aime bien. Et alors, j'ai envie de dire, c'est une comédie très légère qui porte un regard bienveillant et innocent sur un petit quartier populaire. Donc, le film dépeint, on va dire, très bien ce que pouvait être l'univers, hein, d'une France populaire à cette époque-là. Celle qui s'estimait en fait heureuse, j'ai envie de dire, de son sort et qui s'amusait du peu qu'elle avait. La société de consommation, on va dire qu'elle n'était pas encore passée par là, quoi. Et les gens regardent la télé, Café du coin, ils étaient tous émerveillés, tu vois, devant la voiture dont les vitres électriques se baissent toutes seules, enfin. La voiture, elle est Robert Derry se magnifique, fait la voiture. virer, par exemple, mais il s'en moque un peu. Il sait très bien qu'il trouverait un autre job assez facilement. Et on peut dire que c'est un film qui transpire assez, l'insouciance d'une société en pleine croissance, tu vois, qui est née, forcément des privations, hein, de la Seconde Guerre mondiale. Et je vais terminer en disant que c'est un film pour moi qui c'est un peu une carte postale de la France du début des années 60. Avec toute la bonne humeur des couches populaires, avec un humour un peu bon enfant, des branquignoles, accompagnés, pour l'occasion d'une ribambelle de second rôle, certains étaient déjà connus, d'autres allaient le devenir, en tout cas moi, c'est ce qui m'a vraiment plu dans le film. Ça, c'est 5000 balles. Valérie, combien il y a marqué là? 500 nouveaux francs. Mais ça fait combien? Oh, ici, je fais pas le change. On te demande pas de changer, on te demande combien ça fait. Tu vas pas nous faire croire que t'as payé cette voiture-là 50 000 balles, hein? C'est un film qui se regarde avec plaisir parce qu'effectivement, c'est surtout, je dirais, tu vois de Funès qui allait en devenir une star immense. Mais là, à ce moment-là, c'était une troupe. Voilà. Chacun sa partie. Et c'est un film choral avec différents acteurs de talent. Et oui, bon, c'est vrai que après, on adhère ou pas à l'humour potache qu'il peut y avoir. Mais oui, pour moi, tu passes un bon moment, quoi. Enfin, moi, je sais que s'il passe à la télé, ouais, je jetterai un coup d'œil. J'ai toujours Ah, plaisir à le regarder. tu restes devant, ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, 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 oui. Et puis comme dit, voilà, vous voyez cette photo, il y a du bon monde, hein, je veux dire, De Funès, Jean Lefebvre, Robert Derry, voilà, ça nous parle quand même, hein, en tant que cinéphile qui aimons ou cinéphage qui aimons le cinéma français de ces années-là. Donc, c'est un film, voilà, qui fait du bien à regarder, que j'ai classé en 5e position pour l'année 61. Donc, voilà, on va passer à ton numéro 5, H. Ouais. Et Les Trois Mousquetaires et la vengeance de Milady, qui est donc la partie 2. Parce que ce film est en 2 parties, donc j'ai mis en 5e la partie 2. Alors, réalisé par Bernard Borderie, hein, d'après un roman d'Alexandre Dumas. Hein, Bernard Borderie, qui a réalisé entre autres la saga des Angéliques et qui a offert à Lino Ventura son premier rôle principal dans Le Gorille vous salue bien. Alors, le petit résumé, c'est devant l'affront que leur a fait D'Artagnan, Milady de Winter et Cardinal Richelieu décident de se venger. Leur tâche est facilitée par le fait que D'Artagnan est devenu l'amant de Constance Bonacieux et que le chevalier doit faire parvenir à la reine une lettre du duc de Buckingham. Voilà. Alors, cette partie-là, bon, tu sais, mon amour pour les films de KPDP. Voilà, les films de KPDP. Comme je l'avais dit déjà dans le top 5 de 1960 avec Le Capitan, c'était une époque où le cinéma français excellait dans ce genre. Et là, on ne déroge pas à la règle, hein, parce que là, c'est pareil, la reconstitution d'époque, les décors extérieurs, intérieurs sont superbes, les costumes flamboyants, la réalisation, elle est soignée, voilà.
Il y avait eu une autre adaptation en 1953 par André Hunebelle, Voilà, voilà. avec Georges Marchal et Bourvil. Que je me rappelle bien de ça, ouais. Voilà. Donc, bon, il y en a eu d'autres. Il y en a eu une autre Bien sûr. adaptation avec, mais là, en version américaine avec Lana Turner, Gene Kelly. Donc, voilà, il y en a eu plein des versions. Ce numéro 2, bon, on a Gérard Barret qui joue le rôle de D'Artagnan. Voilà. On a Mylène de Mongeau, malgré qu'elle était jeune pour le rôle, s'en sort à merveille, a fait une Milady convaincante et très sensuelle. Ah, et avant, il faut le dire, avant qu'elle tourne dans Les Fantomas. Bien sûr. Voilà. Mousquetaires, la campagne est ouverte. Vous partez pour La Rochelle. Vous vous battrez avec votre bravoure légendaire. On a Georges Descrières qui joue le rôle d'Athos. Là, je dois le décrire. Je l'adore. Voilà. Hein, Lui qu'on retrouve plus tard dans Arsène Lupin. Exactement. Et on a aussi Jean Carmet qui joue le rôle de Planchet, qui est un Planchet roublard. Qui est, franchement, il est super dans le rôle. Et on a aussi Guy Delorme, qui est un acteur cascadeur, vu qu'il jouait souvent dans ce genre de rôle, qui joue le rôle du comte de Rochefort. Alors, c'est vrai que bon, là, tu vois, les tenues, enfin, c'était. Toute la reconstitution est vraiment superbe, quoi. De fraise, présent. De chais, présent. De l'avant, présent. Devant tout, présent. Les scènes d'action étaient chorégraphiées par Claude Cariez, donc un maître d'armes. Alors là, c'est vrai que sur cette deuxième partie de Milady, c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième, qui est un peu plus sombre. Donc le rythme est moins soutenu. Voilà, là, on a Jean Carmet. Voilà. Là, le rythme, il est moins soutenu que dans le. Ouais, le rythme est moins soutenu, dû à peut-être parce que le film a un côté plus sombre que la première partie. D'accord. On avait quand même une certaine connaissance, hein, et un certain brio pour ce genre de film en France dans les années 60, clairement. Oui. Dans les années 50, on peut dire déjà. Ah bah, dès les années 50, hein, oui, dans Ouais. les années 50-60, franchement, on excellait dans ce genre de film, d'aventure. Et d'après toi, qu'est-ce qui faisait en fait le succès, tu sais, de ce genre justement de KPDP dans les années 50-60 en France? Bah, je pense que L'évasion? oui, c'était l'évasion. Oui, oui. Puis la reconstitution d'époque, je pense que les films d'époque, ça a toujours plu. Hein. Le roi se rendra à La Rochelle escorté par ses mousquetaires, monsieur. Mon devoir est de m'assurer que vos hommes sont tous bien prêts. Là, tu vois les décors, aussi bien les décors intérieurs comme extérieurs. Tu vois que tout était maîtrisé, quoi. C'est vrai. Et puis c'est vrai qu'il suffit de voir en fait quand même le succès du Comte de Monte Cristo récemment, ou bien voilà, même les Trois Mousquetaires qui ont pas mal marché quand même. Oui. Ah non, mais c'était quand même une. Alors, en plus, le film, bon, il a quand même bien marché. Hein. Je crois qu'il a fait. Alors, je sais pour la première il a fait quoi au box-office? Alors, je sais que pour la première partie, il avait fait près de 4,5 millions d'entrées. Ouais. Voilà. Et même en Allemagne, il avait fait 1,5 million. C'est bizarre de l'avoir si jeune, hein, Mylène de Mongeau, là, quand même. Oui, et en fait, tu sais qu'elle s'est battue. Elle a quel âge, là? Elle avait quoi, peut-être 22, 23 ans. Elle s'est battue pour avoir le rôle. Hein. Elle s'est vraiment, vraiment battue parce que c'est vrai qu'elle était vraiment très jeune, mais elle voulait absolument avoir le rôle. Donc, elle s'est vraiment battue pour l'avoir, quoi. Et au final, ça passe très, très bien, quoi. Ouais. Bon, Gérard Barret, il joue le rôle d'un fougueux, bondissant D'Artagnan, toujours avec son sourire ultra bright. Mais bon, pareil, hein, tu sens qu'il est un peu comme, je dirais, c'était la relève de Jean Marais. Hein. Tu vois qu'il effectuait ses cascades, tu vois que il était physique. Il a les rôle. Hein. Oui, il était physique. Hein. C'est vrai que lui, c'est aussi un peu un acteur oublié quand même. Hein. Oui, bah, il a tourné après, il a refait, après les D'Artagnan, il a fait, bah, toujours avec Bernard Borderie,
le Chevalier Pardaillan. Je crois qu'il en a fait 2, je crois, ou 3 de mémoire. Ouais. Et bon, et après, je crois qu'avant fin des années 60, après, il a arrêté. Et après, il s'est tourné vers le théâtre. Mais tu vois que là, la réalisation, là, elle est vraiment soignée, c'est propre. Là, bon, surtout, bon, même si le rythme est un peu plus en déca par rapport à la première partie, ça reste du bon cinéma populaire, bon enfant, qui avait vraiment pour unique mission de divertir. Tu vois, ça nous permet de revoir de bons films quand même. Hein. Ah oui, oui, oui. oui ces top 5, là, ça nous permet de revoir de bons films. Donc, on vous conseille, voilà, ce 3 mousquetaires. On va passer à mon numéro 4. H. Alors, en numéro 4. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Alors, tu vas voir. Qu'est-ce que j'ai. Alors, mon numéro 4, c'est le suivant. Voilà. Toi, ta vie, c'est de t'envoyer les femmes des autres. Surtout quand ils sont en voyage. Voyage ou pas, c'est pareil. Un nommé La Rocca. Un film donc franco-italien, déjà une fois réalisé par Jean Becker. Donc, c'est son premier long métrage. Hein. Jean Becker, le fils de Jacques Becker, dont on a parlé récemment, notamment dans l'émission dédiée à l'année 1960, avec le film Le Trou. Donc, c'est une adaptation du roman L'excommunié de José Giovanni. Tiens, encore notre ami José Giovanni. Lui aussi, toujours. On en a beaucoup parlé lors de l'année 60. Toujours donc, lui. Ouais. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu notre vidéo sur le top de l'année 1960, allez-y. José Giovanni, qui est d'ailleurs était insatisfait de cette adaptation de son roman, lui qui réalisera sa propre version en 1972, donc sous le titre, sûrement que tu le sais, La Scoumoune. Ouais, tout à fait. Toujours avec Jean-Paul Belmondo en vedette d'ailleurs. Alors, est-ce que La Scoumoune est un meilleur film qu'a nommé La Rocca? Ça, on verra plus tard, les amis. Ça reste secret pour l'instant. Donc, je vais faire un rapide résumé. Donc, on a Roberto La Rocca, qui est un gangster qui s'est retiré à la campagne, et qui reçoit la visite en fait d'un ancien comparse qui lui annonce que son meilleur ami Xavier Adé a été injustement, d'après lui, arrêté pour meurtre. Et il décide dès lors de revenir sur Marseille, où il reprend contact donc avec le milieu. Donc, au niveau alors du box-office, malheureusement, ce film il n'a pas connu vraiment un grand succès, puisqu'il a réuni, je crois, à peine un peu plus de 1,1 million de spectateurs en salle. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que cette femme me plaît, et que le reste... Le reste, c'est nous. Au niveau du casting, il est assez fourni. On a bien sûr en tête d'affiche donc un très bon Belmondo, assez élégant, je trouve, dans ce film, comme souvent. Et assez sobre, et je trouve qu'il n'en fait pas trop. On a un Pierre Vanek qui a... Alors lui, franchement, qui n'a jamais été aussi convaincant dans son rôle de Xavier Adé, un malfaiteur emprisonné. Franchement, je trouve qu'il joue à la perfection. Oui, cet homme torturé, mal dans sa peau, qui n'arrive pas vraiment à assumer ses actes, quoi, et dont les conséquences sont souvent très désastreuses sur ce qu'il fait, quoi. Et on a également la comédienne donc allemande Christine Kaufmann, qui joue le rôle de Geneviève Adé, donc la sœur de Xavier. Une sœur complètement, on va dire, brisée, anéantie par son destin, par le destin de son frère, et qui doit faire face un peu aux difficultés de la vie en se retrouvant toute seule. On t'attendait pas si tôt? C'est pas mal ici quand il y a du monde. Ça change. Oui, ça fait plus gai. Et on a également une magnifique Béatrice Altariba, donc qui joue la maîtresse de Villanova, que Roberto séduit pour la faire sortir de sa retraite. On a énormément de second rôle également dans ce film. On a comme d'habitude, on a Dominique Zardi. Dominique Zardi, c'est un peu notre. C'est un incontournable, lui. C'est un peu Robert D'Almont, tu vois. Le mec, il est partout. Voilà. Tu regardes un film, il est. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. C'est pas un second rôle, lui, c'est un troisième rôle, quoi. On a donc en homme de main. Ouais, on a Mario David aussi qui jouait, j'ai oublié Mario David qui joue en homme de main. Qui joue l'élégant. Mario David, ouais, franchement, Mario David, je l'adore. Est-ce que j'ai une photo de Mario David? T'as Henri Villorjeu aussi. Je vais essayer de chercher un petit peu là. Ah bah voilà. On a Mario David. Et on a Gérard Hernandez. Ouais, un autre détenu démineur. T'as Jean-Pierre Darras aussi. Exactement, Jean-Pierre Darras qui interprète le rôle de Nevada. Le truand infirme. Et puis on a Claude Pieplu, nouveau. Oui, aussi, ouais. Qui est le directeur de la prison.
Pareil, Claude Pieplu, un Et second rôle que j'adore. Tu as aussi dans un de. Bon, après, même si on sait que Le Trou a été son premier rôle, mais là, tu as un petit rôle de Michel Constantin qui joue le rôle du chef de gang américain. Donc, ce qui était assez marrant, avec son accent américain, qui vient pour racketter les bars. Voilà, un petit racketteur américain, ouais, Voilà. sans scrupule, le mec, quoi. Ouais. Exactement, ouais. Mais pourquoi on vient toujours déjeuner là? Moi, j'aime bien. Qui en plus reprendra le rôle de Pierre Vanet. Qui prendra dans Scooby-Doo, voilà, qui prendra le rôle de Pierre Vanet, qui prendra le rôle de Xavier. En 72. Donc là, une scène marquante aussi. Je ne vais pas trop vous dévoiler toutes les scènes. T'es un peu jeune, tu fais pas le poids. Tu vas nous donner l'adresse de Maud et tu quitteras la ville. Et tu t'en tires bien. Ben là, voilà. On a Michel Constantin dans le bar. Je ne vais pas vous dire comment ça va se passer la suite là, mais pour conclure, en fait, j'ai envie de dire que je l'ai mis en 4e car malgré tout ça, finalement, c'est pas non plus un long métrage qui est exempt de défauts, loin de là. Pour moi, il y a un petit manque de rythme quand même. C'est à quoi lui? Mexicain. Tu le connais bien? Non, pas plus que toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que ta présence honorait son restaurant. Après, ce que j'ai beaucoup aimé par contre, c'est notamment toute la partie en prison, qui est vraiment très très bien filmée. Surtout le passage où on voit les condamnés donc obligés de nettoyer un champ de mine allemand en échange d'une éventuelle remise de peine ou d'une grâce plus ou moins illusoire. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Et après, comme dit, le casting, on voit beaucoup de têtes qu'on connaît maintenant. Genre, même si les gars, ils étaient peut-être pas tous connus à l'époque, c'est toujours pareil, puisqu'en fait, quand on revoit ce genre de film, nous, on sait la carrière qu'ils ont eue. Avec tout le recul qu'on a sur leur carrière à chacun. C'est vrai qu'en 61, que ce soit, comme on l'a dit, Belmondo, que ce soit Jean Carmet, que ce soit, moi je sais pas, que ce soit des gars comme Michel Serrault, enfin, comme dans La Belle Américaine avant, je veux dire, ils n'avaient pas tous la carrière en fait ou Michel Constantin, voilà, qui faisait à peine son 2e rôle là ou son 3e, je sais pas. Ce sont pas tous des acteurs accomplis comme on les connaît maintenant, quoi. Allez, on t'écoute. J'aime bien cette ville. Je vous conseille de regarder, de découvrir ou de redécouvrir ce film, donc Un nommé La Roca. On va passer à ton numéro 4, H. Alors, mon numéro 4, ce sera Les Trois Mousquetaires, Les Ferrets de la Reine, partie 1. Ah ben voilà. Après la 2e partie, sans grand suspense, Ouais. la première. Voilà, la première partie. Que tu estimes donc un peu meilleur. Oui. Le rythme est plus. Là, il n'y a pas de. Ce sont des films de combien d'heures? 2 heures, hein, c'est ça? 1h45 en moyenne. Mais ce qui se faisait rare, c'est qu'ils avaient tourné les 2 parties en même temps. Ce qui se faisait rarement à l'époque. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. Maintenant donc, plus, mais. Ouais. Voilà. Et ils sont sortis à quelques mois d'intervalle. Et ils ont pas mal marché les deux, comme tu as dit. Donc, Et alors, celui-ci, il a rapporté près de 4,5 millions. Ah ouais. Voilà. Donc, oui, il a vraiment très bien marché. Alors, le petit résumé, vite fait, pour celui-ci, au XVIIe siècle, D'Artagnan qui quitte sa Gascogne part pour Paris pour postuler auprès du capitaine des mousquetaires, Monsieur de Tréville, une connaissance de son père pour devenir mousquetaire. Voilà. Et en chemin, il va avoir une altercation avec un mystérieux individu qu'il a aperçu en train de s'entreprendre avec une mystérieuse dame blonde qui sera jouée par donc Mylène de Mongeau, la Milady. Voilà. Mais on va lui dérober la lettre de recommandation destinée à M. Tréville pour qu'il devienne mousquetaire. On peut cesser l'appel. Dans ces quatre-là, ils sont tout le monde y est. Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. 10 jours d'arrêt à prendre à La Rochelle pour enterrer l'appel. Et je pense que pour beaucoup qui connaissent et qui ont déjà vu les films, on sait très bien qu'après, il va rencontrer Athos, Porthos et Aramis dans des circonstances drôles et il va leur donner rendez-vous pour se battre avec lui.
Et puis, bon, bah, après, il va y avoir les gardes du cardinal Richelieu qui va vouloir les arrêter. Et puis, bon, bah, là, ils vont s'unir et là, ils vont voir ce que D'Artagnan est capable de faire avec une épée. Mais comme il est jeune et impatient, il fonce tête baissée. Donc, Gérard Barret interprète très bien le rôle parce que c'est vrai, comme je dis, il joue le rôle d'un D'Artagnan fougueux et bondissant. Il ne s'arrête jamais, quoi. Alors que tu sens que dans le 2, il est plus modéré. Ah, peut-être qu'on lui a suggéré d'être plus modéré, je sais pas. Je pense que non, vu que le thème, vu que là, c'est, comme je dis, il a un côté plus sombre, le numéro 2. Tu vois. Donc, alors que là, voilà, là, c'était la découverte. Mais je veux dire qu'après, au niveau, tout ce que je dis, décor, costumes, même au niveau des scènes d'action, honnêtement, ça va, quoi. Je veux dire, ça. Son éminence est-elle satisfaite? Pleinement, Tréville. La Providence sait ce qu'elle fait. C'est vrai qu'après, tu avais souvent les mêmes acteurs aussi, quand même, qui jouaient dans les films de KPDP. Ah oui. Ah bah, de toute façon, oui, c'est. Comme tu vois, la Guy Delorme, là, que tu vois. Oui, qui a joué dans Le Capitaine aussi. Voilà. Lui, il était. Bon, c'est un acteur cascadeur, mais lui, il était. Bon, il a joué dans d'autres rôles. Hein. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est quand on le voit, je ne sais pas si tu te souviens, il a un tout petit rôle dans le James Bond Moonraker. Oui, je me rappelle. Ouais. Voilà. Et il y en a beaucoup, des Français qui ont des petits rôles dans Moonraker. Ah, mais ils ont moins le mérite d'avoir joué dedans, quoi. Exactement. Mais ouais, non, bah, moi, tu vois, toute cette période-là, moi, franchement, j'adore parce que, franchement, tu sentais le minutie du détail. Tu vois, tout ce qu'il pouvait avoir, tu vois, les costumes, les coiffures, vraiment, toute la reconstitution, elle est vraiment. Les décors sont magnifiques. Ah, moi, j'adore. Hein. Franchement, j'adore. D'ailleurs, c'est quoi le budget, en fait, de ce genre de film? J'aimerais bien savoir. Bah, parce que bon, ils avaient quand même. Je veux dire, avoir les moyens, tu vois. Ouais, alors c'est vrai que comme les acteurs, toi, Mylène de Mongeau, c'était voilà, même genre d'écrire ou même Gérard Barret, c'était pas des acteurs, je dirais, stars comme Jean Marais. Donc les cachets étaient moindres. Donc ils pouvaient compenser en mettant, toi, plus d'argent dans les décors, quoi. Compagnie! En avant! Je sais qu'ils ont tourné dans plusieurs châteaux aux quatre coins de la France. Enfin bon, je pense qu'ils devaient avoir un budget forcément confortable. C'est vrai. Donc du coup, cette première partie, quand même, un peu meilleure que la seconde. Ah oui, parce que bon, la réalisation est soignée, mais voilà, je veux dire, oui, le rythme, tu sens qu'il y a moins de temps mort. Tu vois, bon, comme je te disais, même si la deuxième partie reste bonne, et bon, même au niveau, ça reste appréciable, mais tu sens que le rythme, il est moins, parce que là, ça parle plus. Pour moi, c'est un peu moins de scènes d'action, tu vois, mais même au niveau du rythme, tu sens que bon, des fois, tu les vois, faire souvent trop des allers-retours, tout ça. Après, comme dit l'autre, il avait une partie, il était plus sombre, c'est vrai, donc bon, c'est différent. Voilà. C'est le même genre de film, mais c'est vrai que l'histoire, elle est pas vraiment pareille, donc plongez-vous dedans. On va passer, du coup, si tu n'as plus rien à rajouter, on va passer à mon numéro 3. Voilà mon numéro 3. Donc, un taxi pour Tobruk. Donc un taxi pour un film quand même assez célèbre, assez connu. Donc c'est un film de guerre, comme vous le savez, réalisé donc par Denis de la Patellière, réalisateur que j'aime beaucoup. Donc un film dialogué donc par Michel Audiard, adaptation du roman éponyme de René Avoir, qui s'est inspiré de plusieurs éléments d'ailleurs réels de la guerre du désert, la fameuse guerre du désert. Quand un supérieur vous invite à vous promener, mon ami, promenez-vous. Vous allez finir par vous faire foutre 4 jours. Et un jour, le supérieur de monsieur lui foutra son pied au cul et monsieur fera l'étonner. Donc, pour faire un petit résumé, c'est en octobre 1942 à Tobruk, un commando français qui fait sauter des dépôts d'essence allemands. Et tu as 4 soldats qui parviennent à s'enfuir et se retrouvent perdus en plein désert. Donc, après une journée de marche, ils repèrent une auto-mitrailleuse allemande et ses 5 occupants. Donc, un seul échappe à la mort et est fait prisonnier.
Donc, c'est le début d'une grande aventure, une aventure étonnante un peu où face au danger, donc chacun découvrira la solidarité de l'autre. Faut pas faire attention. Théo est une brute née de la guerre. En langage clinique, on appelle ça un paranoïaque. En langage militaire, un brigadier. Alors, je l'aime beaucoup, mais par rapport aux autres, c'est toujours, franchement, c'est compliqué, c'est de faire des fois un top 5 parce qu'il faut vraiment faire des choix. Donc après, que ce soit 4, 3 mais là, je les détache vraiment. Les 3 premiers de ce classement, je les détache vraiment du 4e et du 5e. Pour moi, il y a quand même une grosse différence. Donc alors en termes de box-office, on a donc ce film, c'était un grand prix du cinéma en 61. Donc il a réuni quand même près de 5 millions de spectateurs en salle, donc ça fait beaucoup. C'est le plus gros succès français de cette année et le numéro 4 du box-office derrière donc des films comme Les Canons de Navarone ou encore Les 7 Mercenaires. Donc au niveau du casting, on a un excellent Lino Ventura qui interprète donc le quartier maître Théo Dumas, alias Dudu. On retrouve Charles Aznavour, donc le grand chanteur, acteur qui joue le rôle du juif Samuel Goldman. On a l'acteur allemand Hardy Krüger qui interprète le rôle du capitaine Ludwig von Stegel, un officier allemand qui est donc fait prisonnier par les Français. On a Maurice Biro, l'acteur que j'aime beaucoup, donc, qui joue François Jansac. Et on a donc l'acteur espagnol Germán Cobos, Paolo Ramirez. Dans la guerre, ce qu'il y a de plus chouette, c'est le défilé de la victoire. L'emmerdant, c'est tout ce qu'il y a avant. Tiens, on devrait pouvoir toucher sa prime d'engagement et défiler tout de suite. C'est un film, on va dire, c'est une sorte de road movie, forme de huis clos, on peut dire, au milieu d'un vaste désert. Donc on va suivre plusieurs combattants qui errent dans le désert libyen en pleine Seconde Guerre mondiale. Donc pour moi, en fait, c'est un film, on va dire, pacifiste avec une galerie d'excellents acteurs. Un film de guerre, on va dire, réaliste dans la construction de ces situations qui, d'après moi, sont vouées à dénoncer en fait l'absurdité d'un tel conflit. Parce qu'en fait, c'est ça que ce film il dénonce en fait. C'est au fur et à mesure, on va voir les rapports en fait entre ces personnes-là. Ça va changer de main, donc je ne vais pas trop spoiler, mais voilà. Et on a des scènes assez marquantes et ce qui est assez, alors ce qui peut déplaire à certaines personnes et au contraire, ce qui peut fasciner d'autres personnes dans ce film, c'est que, oui, vous attendez pas. Si vous avez jamais vu ce film, au cas où vous attendez pas à un truc de dingue quand même. On a toujours les mêmes acteurs. Voilà, c'est vraiment une sorte de huis clos dans le désert. On a toujours les mêmes acteurs avec des scènes un peu. Voilà, il n'y a pas trop d'action, mais quand même, il y a beaucoup. Bon, c'est un film donc, dialogué par Michel Audiard, donc c'est surtout un film qui est grand par le biais de ses acteurs et des dialogues. Et des certaines situations quand même que je pense que voulait faire passer, franchement, le cinéaste grâce à ce film quand même. Trouvez pas qu'ils sont un peu cons, capitaine. Quand même avouer qu'on se marre bien. Je pense que Denis de la Patelère, que j'aime beaucoup, il évite tous les clichés anti-allemands. Et puis ici, je trouve une œuvre un peu en partie inspirée par une histoire assez vraie, donc celle vécue par 2 soldats allemands et danois, donc, qui étaient ennemis s'associant pour survivre en 1943 au cœur du Groenland, où ils étaient égarés. Et je trouve que les échangements entre les Allemands et les Français sont assez passionnants. Les dialogues sont très très bons. Comme d'habitude, elle les place en fait à égalité face au risque finalement assez bête d'une guerre, comme le montre finalement le dénouement de l'histoire. Et d'ailleurs, l'attitude de Lino Ventura durant la dernière scène, que je ne vais pas spoiler non plus, en dit bien plus long que bien des discours sur l'absurdité de la guerre finalement. Donc, vraiment un vrai classique du cinéma français. Oui, parce qu'au final, c'est ça que ça dénonce. Que du devoir à tout prix, quoi. L'absurdité, quoi, de ces choses-là. Voilà, c'est vraiment un film que je recommande à tout le monde. Donc, je pense que tout le monde connaît ce film, peut-être de nom, mais peut-être que tout le monde l'a pas revu ou l'a pas vu. Alors vraiment, découvrez-le. Donnez-lui une chance. Et même si vous trouvez que c'est peut-être des fois peut-être un peu lent, et puis je sais pas, peut-être un peu vieux comme film pour vous, je sais pas. Franchement, un très très bon film, quoi. Oh, ça va, lui fait pas faire son numéro de courage, ils adorent ça. Oh! Allez grimper, nous en France, les prisonniers, on les flingue pas. Forcément, on n'en a pas tellement. Donc,
j'avais encore juste une ou deux anecdotes à rajouter. Donc, comme en fait, on était dans l'impossibilité de disposer d'un tel matériel de militaire, hein, forcément, les camions allemands, ils étaient reconstitués, finalement, à partir de transporteurs de légumes. Et quant aux chars, en fait, il s'agit de tracteurs recouverts de décors, tout simplement. La magie du cinéma, hein. Il faut encore rajouter que le film, il n'a pas pu être tourné en Afrique du Nord, en raison donc du refus des compagnies d'assurance, hein, face, vous le savez très bien, à l'instabilité qui régnait avec l'indépendance notamment de l'Algérie. Il a donc été réalisé dans une région un peu désertique du sud-ouest donc de l'Espagne, donc proche d'Almeria. Donc un lieu qui devrait être finalement le royaume du western, hein, spaghetti, où David Lean posa ses caméras en fait pour l'année suivante pour Laurence d'Arabie. On vous attend chez vous? Vous êtes marié? Des enfants? Oui. Ah, vous êtes un père. Bah, moi, je suis un fils. H, un petit mot sur ce film, toi? Bon, c'est un grand classique, hein. C'est vrai, comme tu as dit, en fait, il dénonce les absurdités de la guerre. En fait, c'est une histoire d'homme. Parce que là, toi, Marek, il y a cet Allemand, tu vois, tu sens que là, il y a plus. Ils essayent de s'en sortir tous ensemble, tu vois. Il n'y a pas un moment donné. Il n'y a plus de camp, en fait, ouais. Il n'y a plus de camp. Ventura, il joue toujours le rôle, tu vois, un peu bourru. Ouais, brut de décoffrage. Brut de décoffrage. Donc. Et c'est leur supérieur, quoi. Donc, quelque part, voilà, ouais, c'est leur supérieur, mais tu sens quand même qu'au fur et à mesure, ils vont vraiment se lier. Et ils se détendent. Et voilà, ils se détendent et c'est vrai qu'ils voient un peu ce qu'il y a autour d'eux et tu sens qu'ils ont envie de revenir chacun chez eux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est mon papa, moi, je vais retrouver. Ouais. Actuellement, il est à Vichy, mon cher père. Ah, c'est un homme qui a la légalité dans le sang. Si les Chinois débarquaient, ils seraient mandarins. Et en fait, je pense que leurs sentiments aussi par rapport à chacun d'entre eux, ils fluctuent quoi, dans le film. Oui. C'est pas toujours tout gris, tout noir, tout blanc. Il n'y a pas toujours l'opposition finalement. Et puis, ils sont tous dans le même bateau, quoi. Oui. Il y a plus de. Ouais, c'est ça, quoi. Et après, je trouve non, que. Puis tu sens, ce qui est intéressant, c'est que toi, comme Aznavour, il joue le rôle d'un juif, toi, avec un Allemand à côté, tu ne sens pas cette animosité. Comme alors, tu dis. Alors, tu le sens peut-être à un ou deux dialogues, et finalement, il lâche du lest, ouais. Oui, voilà, tu sens qu'après, il n'y a plus cette animosité, plus ça va avancer. Et là-dessus, comme tu dis, Denis de la Patelière, il a su éviter ces clichés. Ah, totalement. C'est vraiment un des points forts du film. Ouais, ça a été intelligent de sa part d'avoir pris cette direction-là, quoi. Et au final, ils ne veulent plus de ça, ils veulent retourner chez eux. Ouais, c'est ça. Surtout qu'en fait, au départ, c'est pareil. Ce qui est bien, c'est que les 5 personnages sont quand même très différents. Oui. Et tu sais, au départ, on nous les présente un petit peu. Tous les oppose. Ouais, tous les opposent, quoi. Comme souvent dans la guerre, bien sûr, tu as des gens qui viennent un peu de tous les milieux. Hein. C'est mieux pas te répondre, tiens. Quand on est cintré comme toi, on porte un écriteau, on prévient. Une connerie pareille, ça devrait relever du conseil de guerre. Quand ils traversent le champ de mine. Ouais. Tu vois là les liens, tu vois comment. Comme dit, on va pas dire russe, mais voilà, c'est une scène importante. Ouais, c'est une scène marquante. Hein, toute la fin est très marquante quand même. Donc, un très très bon film, un classique du cinéma français. Bon, et puis on va pas reparler des dialogues d'Audiard, hein, qui sont savoureux à souhait. C'est ça qui fait un petit. Ouais, c'est ça qui fait beaucoup le film aussi. Enfin, la popularité de ce film, forcément. Donc. Il y a beaucoup de dialogues très connus dans ce film. Mais c'est quand il arrive à moi, ce que j'adore chez Audiard, c'est comment il arrive à adapter en fonction par rapport à chaque acteur. Ça, vraiment, ça, c'est fort, tu vois. Ouais, ils n'ont pas tous le même phrasé, ils n'ont pas tous. Je sais, je me suis peut-être un petit peu écarté de la route, n'empêche que je vous ai quand même sorti d'un drôle de pétrin, non? Et je vous garantis qu'on sera à la Lamenne la nuit prochaine, et dans nos plumes. Après, ce qui est assez fascinant également dans ce film, puis je vais en terminer, mais c'est la complémentarité de ces acteurs-là. Oui. Alors, on peut dire ça dès qu'un film est réussi, c'est vrai. Mais là, franchement, au départ, je me rappelle que le résultat final, il est là. Hein. Pardon? Le résultat final, il est là. Ouais, c'est pas parce qu'on connaît le film, c'est que le résultat, je veux dire,
même quelqu'un qui regarde le film pour la première fois, il regarde au final, la fin, bah, oui, c'est pour moi, enfin pour moi, ça tombe sous le sens, quoi. Et surtout, si vous connaissez pas, au cas où, certains d'entre vous, si vous connaissez que Charles Aznavour à travers, sa carrière énorme de chanteur ou dans la chanson, honnêtement, c'était également un grand acteur, quoi. Les Français sont toujours en retard d'un livre. C'est pourquoi, si vous permettez, je ferai le tri des bons et des mauvais Allemands un peu plus tard à tête reposée. Mais tant que cette tête-là sera sous un képi, je m'en tiendrai aux idées toutes faites. Ah bah, Et tirez là, pas sur le calice de Truffaut, tout ça, il est excellent dedans, hein. bien sûr, ouais. Enfin voilà, donc mon numéro 3. Donc on va passer à ton numéro 3, H. Ah bah voilà, les Un grands nommé esprits se La Rocca. retrouvent, tu vois? Exactement. Voilà. Je l'ai mis en 3e position. Donc désolé, j'en ai déjà un peu parlé, Ah oui, donc oui, bah, de toute façon, je ne vais pas rebondir sur ce que tu as, le résumé ou autre, hein, tu l'as très bien dit magnifiquement. Donc voilà, la seule chose que je peux. Bah vas-y, donne-nous J'ai fait un ton comparatif. ressenti, ouais. En fait, j'ai fait un comparatif. J'ai regardé la Shkumun derrière. Ah bah tu vois, moi Voilà, parce que je me suis dit, j'attends peut-être 1972 si on y arrive, tu vois? Ouais, non, non, bah tu sais, j'ai été très intrigué Ouais. et bon, on sait que c'est un roman de José Manuel l'excommunié, mais je voulais voir les 2 versions parce que comme José Manuel n'ayant pas été convaincu du film, et qui vont, comme on dit, voilà, et vouloir faire sa propre version puis 10 ans plus tard, j'étais quand même curieux de me dire en quoi il n'a pas été convaincu. Alors, quand tu regardes la Shkumun, le scénario reste proche, mais le traitement diffère de beaucoup, quoi. Ouais, de beaucoup. Enfin, Voilà. ouais. Ah. Donc, c'est vrai que, bon, tu vois, Belmondo, bon, il reprend son rôle. Comme on a dit, Michel Constantin reprend le rôle de Pierre Panec, voilà, qui jouera le rôle de Xavier. Et puis, bon, Claudia Cardinal remplacera Christine Kaufmann. Là, mais tu vois qu'effectivement, dans cette version-là, tu vois que Pierre Vanek, tu vois, il est plutôt relativement calme. Tu vois, je veux dire, tu vois, Pierre Vanek, tu vois, il est posé, il est calme dans son jeu, tu vois. Alors que dans la version de José Giovanni, la Shkumun, Michel Constantin, tu vois, il est impatient, il est brut de décoffrage, tu vois. Il est agressif, tu vois, il a pas du tout le même, c'est pas du tout le même traitement, tu vois. Ouais, mais parce qu'au niveau de la prison ou au niveau de déterrer, voilà, les mines ou quoi, mais je trouve que la première partie, en fait, du film, elle est pas vraiment pareille, quoi. Enfin, je trouve que Bah, en fait, tu retrouves des similitudes parce que, alors, c'est vrai que le jeu de Belmondo n'est pas le même. Comme je t'ai dit, dans La Nommé La Rocca, il joue sobrement sans désinvolture et autres. Ouais, c'est différent. Que là, c'est complètement différent en la Shkumun, tu vois. La première scène de la Shkumun, tu vois qu'il est assis à une table sur une terrasse. Son comparse qui joue un orgue de barbarie, tu vois, qui est la fameuse musique de François de Roubaix, et tout de suite il flingue. Mais tu vois, il se jette, tu vois, il fait un peu du bébel. Donc c'est vraiment différent dans le jeu, tu vois. C'est pas du tout la même approche. Il a une confiance différente aussi, je veux dire, c'est un acteur. Oui, mais après, bon, Belmondo est devenu une star. Il a 10 ans de carrière en plus, bien sûr. Voilà, tu sens qu'il est plus décontracté dans la Shkumun qu'il est dans Un Nommé La Rocca, tu vois. Mais tu vois que la fin diffère. Bon, je vais pas dire pour pas spoiler si les gens veulent voir les deux versions. Voilà. Mais la fin est complètement différente, quoi. Bah aussi, également, ouais. Mais en fait, là, quand tu regardes, bon, que ça soit la Shkumun ou Un Nommé La Rocca, là où ils se rejoignent, c'est pour ça que j'ai une autre, c'est que, en fait, c'est une histoire d'amitié forte, tu vois, entre deux hommes qui quasi aveugles. C'est ça que ça parle. Ouais. C'est vrai. Que ce soit dans la première ou la deuxième version, tu vois. Ouais. Moi, je trouve que c'est un polar. Alors oui, il n'est pas parfait, même si pour un premier film de Jean Becker, oui, il est, je dirais, en première partie, comme tu disais tout à l'heure pour Les Mousquetaires, là, c'est la première partie qui est plus faible que la deuxième. Mais, je trouve. Après, c'est mon avis. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un bon polar noir. Là, il mérite d'être réévalué quand même, parce que c'est un film qu'on n'entend plus tellement souvent parler. Et je trouve ça bien dommage, parce que
bon, Belmondo fait une belle prestation, mais ça reste vraiment un bon film. Ah, tu vois, les deux, À en tout cas, on l'a redécouvrir. dans notre top 5 Voilà. ce soir, donc c'est bien. Donc, Non, et puis Jean Becker retrouvera Belmondo en 64 pour le film Échappement libre et en ouais. 66 pour Tendre voyou. Ouais. Voilà. Tendre voyou, un film que j'aime beaucoup. Mm. Mais peut-être qu'on en parlerait en 66, tu vois. On verra. On On verra. verra, voilà. Donc, on va passer à mon numéro 2. J'espère qu'on n'a pas le même. Donc, le cave se rebiffe. Oh, comme c'est Non. bizarre. Toi Bah, aussi. c'est ton mon numéro numéro 2. 2 aussi. Ouais. Ah ouais, bah bon. Avec un tel film, forcément et généralement, il est dans le top 3. Donc, Ah oui, oui, un grand classique. Laissez-moi vous regarder, voyons voir. Ah oui. Le menton hardi de Jacques Callot, le front de Durer. Décidément, il y a des signes qui ne trompent pas. un grand classique, donc on a le numéro 2. Donc, écoute, c'est quoi? Je vais te laisser parler en premier de ce film à la rigueur. Voilà. Je vais te passer la main. Ok, bah, C'est mon écoute, numéro 2 et c'est ton numéro 2, donc vas-y. c'est gentil. Bon, Je te bah, Le laisse. Cap se rebiffe, film de Gilles Grangier, hein, avec Jean Gabin, Bernard Blier, Maurice Biraud. Que du bonheur, ce film. Voilà, c'est un film qui a bien marché, qui a fait 2,8 millions d'entrées. Que Voilà, du beau donc, monde. que du beau monde, voilà. Hein, il y a Martine Carole aussi, ou Françoise Roset, qui a un petit rôle aussi. Bon, dialogue de Michel Audiard, hein, on va pas. On sait très bien qu'à cette époque-là, il régnait voilà, sur le cinéma populaire. Surtout, Voilà, on va dire ça. On va dire ça. Il régnait voilà. sur le cinéma populaire. Voilà. On va dire ça comme ça, voilà. Ah oui, c'est un incontournable. Ouais. Donc, que dire? Même s'il a failli faire quelques films pour la nouvelle vague, non? Non, je rigole. Non, je rigole. Je pense pas, ils n'étaient pas trop copains quand même. Hein. Non, je Mais crois bon. pas non plus, non. Bon, après, ça s'est arrangé avec François Truffaut, mais le reste, non. Ouais. Bon, après, ils ont dû reconnaître bien plus tard que, voilà. Voilà, des images de scènes magnifiques hein, que tout le monde connaît, j'imagine, ceux-là qui ont vu le film. Alors bon, on va peut-être parler du résumé du film vite fait. Vas-y. Hein. Toutes les grandes affaires qui ont foiré étaient basées sur la confiance. Pour une fois que je tiens un artiste de la Renaissance, je veux pas le paumer à cause d'une bévue en silaire. Le film raconte l'histoire d'une bande de truands de petite envergure qui ont un plan audacieux de vouloir fabriquer de la fausse monnaie. Donc des florins néerlandais. Voilà. Donc l'élément de leur plan est Robert Mideau, joué par Maurice Biraud, qui est donc un graveur talentueux, mais qui est aussi un homme qui est assez maladroit et naïf. Et comme ils sont conscients de son inexpérience pour les affaires de cette ampleur, la bande de truands vont décider de faire appel à un expert de la fausse monnaie qui s'est retiré en Amérique du Sud et qui est Ferdinand Maréchal, dit le Dab, joué par Jean Gabin. Tu sais que, j'imagine que tu le sais, mais je vais vite rebondir. C'est que, bon, déjà, c'est le 12e film donc, du tandem Audiard-Gabin, déjà. Mais ce film, à l'origine, devait s'appeler Le Dab se rebiffe. Oui. Ça, c'est marrant. Il y a des heures pour tout. Tu passais pas tes après-midi dehors? Tu les passes bien, toi, dehors. Donc là, on a la magnifique Françoise Roset. D'ailleurs, je crois que c'était la première fois qu'elle jouait avec Jean Gabin. Ouais, ils ont de belles scènes ensemble. Ah oui, ils ont un bel échange tous les deux. Hein. Un très bel échange, ouais. Voilà, ouais. En admettant qu'on soit 5 sur l'affaire, ça rapporterait net combien à chacun? Il y a plein de scènes cultes et plein de répliques cultes hein, dans ce film, forcément. Hein. C'est vrai que ce film-là, je sais pas, c'est une vitrine pour le génie d'Audiard. Hein. C'est vraiment ciselé les dialogues, l'argot qui est mis dedans. Enfin bon, voilà, c'est ça qui est devenu culte. Hein. Ouais, c'est ça. Mais après, en fait, des fois, sur certains films d'Audiard, on peut se dire, il n'y a que ça, entre parenthèses, tu vois. Enfin, entre toi. Il y a souvent, voilà. Oui, mais tu vois, quand on fait le comparatif. Là, il n'y a pas que ça, je trouve, tu vois. Oui, mais tu vois, quand on fait le comparatif avec un Taxi de Tobruk, c'est pas du tout le même genre de film. Non, c'est pas du tout la même chose, non. Mais pourtant, tu vois, c'est ce que je trouve, c'est comment il arrive à s'adapter. Alors, c'est vrai que pour les acteurs,
pour le phrasé des acteurs, mais même par rapport, toi, au genre de film. Oui, oui, là, c'est pas pareil. Tu Ouais, vois, la d'autres teneur, le ton, tu vois, tu sens que. là, c'est plus un film de gangster, quoi. Oui, voilà, ouais. 20 ans de placard, les bénéfices, ça se divise, la réclusion, ça s'additionne. C'est toujours un peu des films de gangsters, entre parenthèses, tournés un petit peu dans la comédie. Enfin, c'est pas non plus. C'est pas Non, non non, plus. mais quand tu regardes, bon, après, c'est vrai que quand on a proposé le rôle à Gabin, il l'a accepté de suite, tu vois. Parce que je trouvais que c'était un rôle qui était bien. Il aimait l'histoire. Et puis, bon, bah, effectivement, il tournait avec son équipe. Avec Audiard. Donc, ils sont à l'aise. Bon, la seule chose, c'est que, comme normalement, il devait, au début, on voit que Bernard Blier part en Amérique du Sud pour lui proposer l'affaire. Au final, bon, l'Amérique du Sud était à Deauville parce que Jean Gabin ne voulait absolument pas passer quelques semaines en Amérique du Sud. Il voulait pas voyager, quoi, tu vois, clairement. Voilà. Il était très bien chez lui, donc au final, l'Amérique du Sud est venue à Deauville. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien, ils ont bien reconstitué, bon, même si c'est léger. Hein. Je crois que vous me surestimez. Mais pas du tout. Et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est faciliter la réussite des médiocres. Après, si on parle un petit peu, si on va un peu plus loin dans le casting, c'est vrai que par exemple, on a donc nouveau Maurice Biraud, donc, qui interprète le fameux graveur, hein, pris pour le cave. Et j'en avais parlé donc juste avant, hein, il a joué donc dans Taxi pour Tobruk comme par hasard un an auparavant. Ouais. Enfin un an auparavant, non, un an auparavant, je dirais. Le film a été tourné avant. Temps, hein. Ouais. Mais parfait, il est parfait franchement dans ce costume. Hein. Le personnage, c'est a priori très très innocent. Tu vois, oui, il a un côté naïf, un côté maladroit, puis quoique des fois, tu vois qu'il s'emporte un peu. Ouais. Mais, notamment avec sa femme. Avec sa femme, voilà. Puis même, pour voir comment Gabin, il arrive à l'embobiner, quoi. Chacun ses goûts. Enfin, ton palais tropical, c'est une chose, mais l'harmonie française, c'en est une autre. Si tu veux mon avis, t'as plutôt besoin de te réacclimater. Petit mot sur Ginette Leclerc, parce qu'en fait, c'est une actrice que moi, personnellement, j'adore. Donc là, elle joue le rôle d'une ancienne tenancière de maison close. Hein. Ouais. Franchement, c'est une actrice que moi, j'adore, qui est magnifique. C'est une de mes actrices préférées de cette époque-là. Je l'avais découvert donc, dans Le Corbeau de Henri-Georges Clouzot, et également dans La femme du boulanger, hein, de Marcel Pagnol. Et également, je crois, dans Gazeul avec de Gilles Granger, où elle jouait déjà avec Gabin. Ouais. Et franchement, c'est une actrice mais magnifique, quoi. Ah, elle a beaucoup de charme. Hein. Qui est partie un petit peu trop tôt. Ouais. Mais ouais, ce sont un peu des actrices. Bah, également, pareil, voilà, parce que dans cette époque-là, on parlait quand même souvent plus, tu vois, des acteurs, quoi. Tu vois. C'est vrai que, Ginette Leclerc, on en parle rarement, et puis c'est une actrice complètement oubliée de nos jours, quoi. J'admirais vos œuvres d'art. C'est une œuvrette. Même un peu, polissonne, je m'en excuse. Mais c'est vrai que c'est vraiment un casting. Et t'as oublié. Participation de Robert Dalban. Ah oui, Robert Dalban, oui. Ah bah attends, l'inspecteur. Oui, Robert Dalban, oui. Enfin bon, il est toujours là, quoi. Dis-moi, il faut plutôt me dire dans quel film Robert Dalban n'aime pas. Alors, je ne sais pas. Je l'ai toujours vu partout. Hein. Il n'y a pas un seul film de Gabin où il n'apparaît pas. Hein. Personne, on est là tous les deux avec Madame Charles, là, quoi. On est en famille. Et ça, c'est votre grande fille? Il est là, notre ami Robert Dalban. Ah, puis Jacques Marin aussi. Jacques Marin à gauche, oui. Aussi, il a joué dans beaucoup de rôles. Hein. Il a eu beaucoup de rôles, Jacques Marin. Ouais, bien sûr. Ouais, ce sont des grands seconds rôles. Hein. Très, très grands seconds rôles. Et donc... Alors, il y a une version. Il y a une version, parce que je ne savais pas. Enfin, j'ai eu... quand j'avais vu le film, mais après j'ai vu, je ne savais pas, et je me suis dit, tiens, je vais quand même jeter un coup d'œil. Hein. Il y a eu une version colorisée en 95. Ouais, je l'ai. Tu l'as vu, toi? Je l'ai vu, ouais. J'en ai parlé. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le Cave sur Rebif, donc déjà dans la caverne. D'accord, ok. Et j'en avais parlé un petit peu de cette version colorisée. Ouais. Mais ça passe pas. Je préfère la version noir et blanc. Bah écoute, ça passe jamais en fait. Parce que quand on découvre un film en noir et blanc, un très beau noir et blanc de cette époque, et quand ils font des versions colorisées de ces genres de films, ça passe jamais.
Bon, ce qui peut être surprenant, parce qu'en 61, tu avais plein de films en couleur, hein, c'était même quasiment que ça. Hein. Tu avais encore quelques films en noir et blanc, mais tu te dis quand même, toi, avec Gabin, toi, Audiard, tout ça, tu pourrais t'attendre à un film en couleur, tu vois. Ouais, mais regarde, si tu regardes ce soir, par exemple, là, notre top 5, un Nommé Roca, noir et blanc. Oui. Pour ça que je te dis, il y en avait encore quelques-uns, mais bon. La Belle Américaine, noir et blanc. Un taxi pour Tobruk, noir et blanc. Ses boutons de manche étant simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Ouais, c'est Ouais, vrai. quand même, on est Mais en de l'avoir train de- colorisé, là, enfin, je trouve que ça perd. Mais comme beaucoup, hein, j'ai revu aussi la version. C'est différent avec La vie est belle, Ouais. avec James Stewart. Je l'ai vu en colorisé. Je préfère la version noir et blanc. Hein. Après, je ne sais pas si c'était toujours pour, comme tu le dis, pour une question de budget ou pas, je ne sais pas, parce que là, il y avait comme des têtes d'affiche. Donc, Oui. Je pense pas que c'est une question de budget. Hein. bah, pas en tout cas quand il y a des gros acteurs comme là dans ce film. Quoi, Oui, tu vois. mais bon, tu vois qu'il n'y a quand même pas des décors ou quoi que ce soit. Hein. Ouais. Tu vois que les décors, c'est quasiment les mêmes pendant tout le long du film. Donc, bon. Ouais, est-ce que c'était je sais pas, est-ce que c'était les producteurs qui se disaient, bon, bah, en fait, on va les mettre. Bah après, c'est peut-être le moindre coût. Hein. C'est sûr que ça coûte moins cher en noir et blanc qu'en couleur. Hein. Dans quel genre? Les idylles champêtres ou les pères Fouettard? Quoi? Les bergers grecs ou les moines espagnols? Ouais, bah, je pense que je pense que la différence, elle était assez énorme encore, tu vois. Donc, Ouais. En tout cas, pour moi, c'est la plus réussie collaboration entre Gabin, Audiard et Grangier. Pour moi, je pense que c'est l'un des films, ou le film, je ne sais pas encore, et ça à voir plus tard, les autres années, mais qui prend le mieux en charge, tu vois, les mots d'Audiard et les choix de mise en scène de Grangier qui intègrent finalement totalement les dialogues. Et je trouve que finalement, tu sais, le récit, en fait, il est fluidifié par les dialogues. Ouais. Toi, les mots, en fait, sont toujours en fait placés sur un piédestal, quoi, tu vois. Je trouve que c'est un peu le film qui symbolise l'aisance avec laquelle Grangier il passait du film noir à la comédie. Parce que finalement, Gasoil ou des films comme Gasoil ou Le Désordre et la nuit, passer à des comédies comme La cuisine au beurre, tu vois, Les vieux de la vieille dont on a parlé la dernière fois. Moi, je trouve que Grangier, il a toujours donné la priorité aux acteurs. Ah oui. Ça plaisait pas finalement à la nouvelle vague. Mais il a toujours valorisé leur performance et c'est un réalisateur prolifique, mais discret quand même, hein, qui malheureusement. Mais tu sentais que même les dialogues, c'était vraiment au service, tu vois, des acteurs qui donnaient vraiment le max de leur interprétation, toi. Oui, bon, Grangier, il a toujours été conspué à tort par la nouvelle vague, d'après moi. En tout cas, franchement. De toute façon, on sait très bien qu'entre le cinéma populaire et la nouvelle vague, voilà, Ouais, bien sûr. Ça a toujours été. Maintenant, comme le disaient beaucoup d'acteurs comme Belmondo, Delon, Ventura, il n'y avait qu'une seule qui reflétait vraiment cette époque-là. Et ce qui était le plus important, c'était la vie du public. Ces films-là étaient des succès. Voilà. Oui, par rapport à certains films de la nouvelle vague qui l'ont pas été, là, clairement. Donc. Tu reçois gentiment. C'est agréable. Je reçois pour un faire, je donne pas des matinées enfantines. Alors j'aimerais qu'on puisse causer entre adultes. En tout cas, moi, foncez découvrir ce film, si au cas où peut-être certains l'ont pas encore vu. Jetez-vous sur la filmographie. Ouais, peut-être, on sait jamais. Il y en a toujours un ou deux peut-être qui l'ont pas vu. Surtout, jetez-vous sur la filmographie de Grangier, qui pour moi est un artisan du cinéma, comme j'aime bien l'appeler. Et n'oubliez jamais en fait que le cinéma de papa, que moi je chéris tant ou que H chérit tant, n'est pas synonyme de vieux cinéma finalement, mais plutôt de transmission. Et notez que la transmission, c'est une chose importante dans la vie. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. H. Bah, on dirait sur ce que tu as dit, c'est effectivement c'est du cinéma de papa qu'on aime, mais on aime aussi d'autres genres de cinéma et voilà. Oui, bien sûr. Oui. Comment dire, mes amis trouvent la note un peu salée. Quoi? Ne trouvez-vous pas un peu excessif de prendre 50% à vous seul? Bon, ben écoute, on va passer au numéro 1 ce soir de l'année 61. Oui. Donc, on va passer à mon numéro 1 qui est peut-être également le tien, parce que bon,
C'est fort probable, hein. Il y a des chances qu'on a le même. Oh, comme c'est bizarre! Comme c'est bizarre, ouais. Et pourtant, quand même, il faut quand même le préciser, parce qu'ils vont Oui. les gens, ils vont se dire: «Attends, ils nous prennent pour des débiles, tu vois?» Voilà, voilà, ouais, ouais. Non, non, vraiment, on se concerte pas. On regarde les films qu'on veut. On n'a même pas une sélection où on se dit: «On doit voir obligatoirement 10, 15, 20, 25 films ou 30 films», je sais pas. On a chacun libre, chacun Moi, je prends regarder une ce qu'il sélection veut. de 10 ou 12 films de mon coin, et sur les 10-12 films que je prends, ouais, sur la douzaine, On se j'en dit prends 5. Voilà. on se dit juste qu'on regarde quand même, voilà, on se dit, on se parle Voilà. des fois: «Moi, j'ai vu ça et ça». Après, chacun est libre de faire son top 5 à lui, pour varier en plus le plus possible, hein, forcément, de films. Après, il y a certains films qui sont évidents, quoi, donc C'est vrai qu'il y a eu plus on peut pas, de films différents sur l'année 60. Oui, Là, il y bah, en a après, un c'est peu comme moins. ça, ouais, Voilà. il y en a moins, voilà. Mais bon, Bon. difficile de passer à côté de ce film-là. Clairement, ouais, clairement. Bon, bah, écoute, je vais commencer, hein. Bah, vas-y, Alors, je t'en prie. À la Chambre des députés, devant l'importance du débat et les interventions de certains groupes d'opposition, le gouvernement, craignant de ne pas obtenir la majorité, pose la question de confiance. donc le film, donc le président, on va dire que c'est un drame politique, hein, franco-italien, donc réalisé par l'excellent Henri Verneuil. Donc c'est l'adaptation du roman, en fait, du même nom de Georges Simenon. Alors moi, forcément, qui apprécie Jean Gabin et qui m'intéresse beaucoup à l'histoire de la politique française, je dois dire que j'ai été servi avec ce film, hein. Forcément, il vaut mieux découvrir ce film à un certain âge quand même, parce que pour comprendre peut-être les subtilités, de ce long métrage. Alors bien qu'imaginaire, l'intrigue du film elle est directement inspirée donc de l'instabilité politique et ministérielle des 3e et 4e République. Donc Henri Verneuil a déclaré s'être inspiré, lui, des graves conflits politiques de la 4e République pour illustrer finalement la chute du gouvernement qui succédèrent au ministère Beaufort, pardon. À noter que le film ne se termine pas de la même manière, hein, que l'œuvre originale de Simenon, qui est nettement plus sombre. Interpellation à la Chambre, le président du Conseil répond. Alors, messieurs, un peu de calme. La parole est à monsieur le président du Conseil. Donc pour un petit résumé, on va dire, âgé de 73 ans, donc l'ex-président français Émile Beaufort joue toujours un rôle central dans la vie politique du pays. Donc, la rédaction de ses mémoires lui permet de revenir finalement sur son parcours et d'évoquer, hein, ses relations avec Philippe Chamalon, c'est ça? Sur le point de devenir président du Conseil. Alors, en termes de box-office, hein, donc, il faut savoir quand même, descendu à l'époque par les critiques, le film il a pourtant su séduire le grand public, avec un thème quand même pas grand public, en cumulant près de 2,8 millions d'entrées en salle. Et franchement, au vu du sujet, c'est une très belle performance. Parce que d'ailleurs, même Verneuil et Gabin, ils continueront ensuite à travailler ensemble, hein, pour des œuvres majeures que vous connaissez tous, donc Un singe en hiver, Mélodie en sous-sol ou Le clan des Siciliens. Alors, avant de parler peut-être un petit peu du casting, je vais laisser parler d'abord mon ami H, qui l'a aussi placé en numéro 1. Donc, je te laisse un petit peu la main, H. Oui, bah, On va écoute, alterner. comme tu dis, à sa sortie, c'est un film qui a bien marché et qui a été très critiqué par la presse. Très, très. Parce qu'il était considéré comme atypique dans le cinéma français de l'époque, hein. C'était la première fois qu'on voyait ça. Et malgré que, bon, il a été critiqué ouvertement par les politiques et les médias, bah, tu vois, le public, là, c'est quand même rué en masse pour aller voir le film. La politique, messieurs, devrait être une vocation. Je suis sûr qu'elle l'est pour certains d'entre vous, mais pour le plus grand nombre, elle est un métier. Moi, je trouve personnellement que c'était un film assez avant-gardiste, hein, pour l'époque. Hein. Oh, bien sûr. Et quelque part qui résonne de ce qu'on vit un petit peu aujourd'hui, quoi. J'allais dire plus voilà, loin, hein. mais hein, ouais, voilà, donc bon. Assez, ouais. Comme par hasard, on n'a pas choisi le moment, mais c'est vrai. On n'a pas choisi, mais voilà. Non, mais bon, de toute façon, est-ce qu'on peut rappeler, pour en tout cas ceux, mais je dirais le moment fort du film est le célèbre monologue de comment ça s'appelle, de Gabin à l'Assemblée, voilà, qui parle de l'Europe et des syndicats d'intérêt, etc., quoi. Je suis un mélange d'anarchiste et de conservateur. Voilà. Dans des proportions qui restent à déterminer. Un métier qui ne rapporte pas aussi vite que beaucoup le souhaiteraient, qui nécessite de grosses mises de fonds. Une campagne électorale coûte cher. C'est une des meilleures prestations de Gabin.
tu sens qu'il est totalement investi dans. Parce que c'est vrai que quand tu le vois, le monologue qu'il fait à la fin de l'Assemblée, bon, c'est vrai que c'était. On disait que des fois que Gabin, il récitait ses textes au tout dernier moment, c'est qu'il était un peu faiblard là-dessus, tu vois. Ouais. Et alors que là, pas du tout. Tu sens que son texte, il l'a bien appris, mais tu sentais qu'il était vraiment investi. C'est un rôle qui lui tenait vraiment à cœur, quoi. Non, mais surtout que, en fait, franchement, un tel texte, comme les dialogues et le texte, voilà, tout le long du film qu'il a à dire, franchement, quand on regarde ce film et les gens qui critiquent la façon de jouer de Gabin, en Oui. fait, là, sur ce film-là, ils n'ont pas trop d'arguments quand même. Ah non, non, là, tu peux pas dire. Pour ça, quand je dis que c'est une de ses meilleures prestations, je vais pas. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Gabin joue du Gabin. Oui. Je trouve pas dans ce film-là, quoi. Pas du tout. Hein? Là, non. on est loin d'un Gabin, par exemple, des Vieux de la Vieille ou du Baron de l'Écluse, là. Hein. Ouais, ou même si tu prends même le CAF sur Rebif, qui est de la même année. Oui, qui est la même année, bien sûr, qu'on en vient Voilà. juste d'évoquer à l'instant, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Mais pour certaines grosses sociétés, c'est un placement amortissable en 4 ans. Et pour peu que le protégé se hisse à la présidence du conseil, alors là, le placement devient inespéré. Au niveau du casting, donc on a Gabin qui joue donc le rôle d'Émile Beaufort, donc un ancien président du. Attention, un président pas de la République, mais un ancien président du Conseil. Ouais. Donc, qui avait toujours une forte influence à cette époque-là. Hein. Exactement, qui coule une retraite un peu paisible. Hein, donc, Émile Beaufort qui va être notre porte-parole finalement face à une classe politique, on va dire, centrée sur elle-même et sur ses intérêts surtout. Oui, et puis bon, le rôle que joue Gabin, voilà, il en impose. Beaufort, voilà. Et tu sens que voilà, il rappelle un peu par sa fougue, son bagou, un peu Georges Clémenceau. Même exactement, si, ouais, voilà. c'est ça. Il était présenté un peu comme un Européen éclairé, hein. Voilà, ouais, qui défendait un peu l'idée des États-Unis. Les financiers, l'autre fois, achetaient des mines à Djelitzer ou à Zoa. Eh bien, ceux d'aujourd'hui ont compris qu'il valait mieux régner à Matignon que dans Loubangui, et que de fabriquer un député coûtait moins cher que de dédommager un roi nègre. Comme tu l'as dit, il a rarement été si bon et si puissant, en fait. Oui. Et si habité par un personnage, c'est vrai. Hein, après, il fait face, donc, comme au CAF sur Rebif, hein, on a Bernard Blier en face, donc, qui joue l'obséquieux Philippe Chalamont, donc un député et un ancien directeur de cabinet de Beaufort. Donc un politicien, on va dire, assez par rapport à Gabin, assez conservateur, hein, qui aspire à des prétentions, on va dire, plus personnelles que nationales. Donc c'est ce qu'il reproche d'ailleurs. Il veut remplacer, il veut en fait le poste de président du conseil. Hein. C'est ça, ouais. Et donc après, moi personnellement, j'ai également apprécié le René Faure, hein, dans le rôle de secrétaire. Oui. Et gouvernante de Beaufort. Donc là, il y a Alfred Adam aussi qui joue le rôle de son chauffeur, tu vois. Ouais, un chauffeur et confident de Beaufort. Hein. Ouais. Dis-moi, François, qu'est-ce que tu feras quand je serai mort? Eh ben, je vais te le dire, tu seras gardien de musée. J'y ai pensé au début, c'est vrai. Après, il y a le moment de grands comédiens dans les seconds rôles, hein, comme très souvent à cette époque-là. Donc, je les mets régulièrement d'ailleurs en avant, tous ces comédiens dans la rubrique second rôle du cinéma français. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil des fois. Je trouve que Henri Verneuil, une fois de plus, hein, enfin, moi, c'est vraiment de toutes ces époques-là, pour moi, c'est un de mes réalisateurs préférés, Henri Verneuil. Moi aussi. Je trouve que là, toi, la reconstitution qu'il a fait, surtout toi de l'Assemblée, toi, parce que bon, tout ça a été fait en studio, toi, mais toute la reconstitution, je veux dire, il arrive à toi te plonger dedans, quoi. Ouais, elle est très bonne. Ouais. Ah, franchement, on est pris dans le film. T'es vraiment pris, oui, t'es vraiment pris dans le film, ouais. Après, parce que ça compte vraiment les rouages. Ouais, bah à fond. Ouais. Après, comme dit moi, qui commande quoi. J'ai dit au départ, j'aime beaucoup la politique, en même temps j'aime le cinéma, donc forcément c'est un film qui allait me parler, quoi. Les boules, ça se joue à la main seulement. Oui. Ah non, mais pardon, c'est une question de convention. Oh, mais enfin, comment peut-on être si honnête dans la vie et si malhonnête au jeu? Mais c'est pourquoi je joue, ça me détend. Regarde la posture de Blier et la posture de Gabin. Tu vois quelqu'un qui est, géré quelque part, lui, Gabin qui joue le rôle, voilà, posé, mûr, sûr, et tu vois Blier qui essaye de lui plaire. Tu vois les jambes croisées, les deux mains comme ça. Ouais, il essaie de. Surtout qu'on sait d'où elle vient cette scène, tu vois, donc on sait pourquoi il est comme ça. Donc, et ça, c'est la force des metteurs en scène, hein, de ce genre de détails. Donc là, on a l'Assemblée. Hein. Franchement, finalement, si tu regardes, c'est pareil, ça. Le nombre de figurantes, tu t'imagines?
Ah oui, 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 oui. Ah, mais il a En fait fait. une reconstitution parfaite, Verneuil, hein. Dites-vous bien, Milan, que lorsqu'un mauvais coup se mijote, il y a toujours une république à sauver. Et dans chaque cambrioleur, il y a souvent un préfet de police qui sommeille. Ouais, parce que quand même, quand tu le vois parler devant toute cette assemblée, tu te dis, waouh, il fallait y aller quand même, hein. Ouais. Ah, Parce puis que, là, ok, son texte, tu vois t'es qu'il derrière a. une caméra et tu peux reprendre quand tu veux et tu peux couper, mais quand même, il y a du monde, quoi. C'est pas un champ contre champ, juste deux personnes, tu Oui, oui, vois. oui, oui, ouais, ouais, ouais. C'est vraiment fascinant comme scène, ouais. Donc, après, il faut aussi dire que Jean Gabin, Bernard Blier, Henri Verneuil et Audiard, franchement, ça sent bon le cinéma français des années 60 qu'on aime, tu vois. C'est comme on dit, c'était un 4 étoiles, hein. Ouais. Et franchement, après, j'avoue que Le Président, c'est pas le plus célèbre des films qu'ils ont tourné, tous ceux-là, mais il mérite vraiment sans aucun doute que vous vous y intéressez, ce film, hein, donc, Non, parce que, en fait, c'est la force, toi, la narration, c'est ce qui fait vraiment la force. C'est sûr que c'est pas un film, il n'y a pas d'action, il n'y a rien, ou même tu rigoles, il n'y a rien du tout, quoi. ouais, il y a pas Mais de il arrive à te plonger dans cette histoire, toi, dans les coulisses du pouvoir. Ah, Jacques Marin. Jacques, bah oui, toujours, tu vois. Adam Alfred, Voilà. qu'on voit aussi. C'est exquis, vous ne trouvez pas? Ma chère amie, Wagner est inécoutable ou sublime selon les goûts, mais exquis sûrement pas. Tu vois que ce film est avant-gardiste et effectivement, il résonne de ce qui se fait aujourd'hui. Tu vois, ça te montre. Oui, il y a beaucoup. Ah ouais, il y a beaucoup voilà. d'ailleurs. Il y a pas mal de. Dans les discours finalement qui sont écrits, qui sont dits par Ouais, Gabin, il y a beaucoup de choses qui sont Ouais. encore véridiques en 2025. hein. Voilà, tu vois les magouilles, les échanges, voilà. Ouais, ouais. En plus, Le Président, c'est un des rares films quand même de politique fiction du cinéma français. Bah, c'est pour ça que je dis que c'est un film atypique parce que pour l'époque, t'avais pas ça, hein. Non, 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 t'avais pas du tout ça. En plus, là, en plus, là, on est en 1961. Tu vois, le film, il évoque la question européenne, tu vois. Exactement, exactement. En plus, à travers le projet d'union douanière. Donc, tu vois. Oui, 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 exactement, ouais. Il paraît qu'on ne peut pas trouver Wagner exquis. Alors, qui peut-on trouver exquis, je vous le demande? Mozart ou Tino Rossi. Et en plus, elle est rentrée en vigueur qu'en 1967 ou 1968, je crois. Ouais, Donc, c'est ça, ouais. En plus, ça illustre tu sais, un peu les deux conceptions dans le film. Tu vois, celle représentée d'un côté par Beaufort, donc Gabin, Mhm. un fervent européen, tu vois, attaché à un certain, on va dire, protectionnisme, tu vois, et à l'autorité de l'État. Et on va dire une économie de marché, tu sais, un peu visant à protéger les moins fortunés, tu vois. Ouais. Et celle défendue par donc Blier, donc Chalamon, dont l'action en fait a pour but d'encourager la mainmise, tu vois, des grands groupes industriels. Et oui. sur la destinée du pays, d'ailleurs, il les désigne un par un, tu vois. Ah bah oui, c'est ça. Monsieur François Ambert se contente de présider les raffineries Legrand, lesquelles sont reliées au trust Vogel, qui contrôle 25 sous-marques et filiales diverses. Tu vois, dans le fameux discours, parce que c'est long, quoi. C'est long, vraiment. Ah bah, c'est- chacun en prend pour son grade, hein. Ouais, c'est au départ quand tu commences, je me dis attends, il va vraiment tous les dézinguer, tu vois. Enfin, Oui. tu sais c'est vraiment c'est du grand art, hein, franchement. Ah bah, il sort les dossiers. Ouais, tout et sur les simplement. dossiers, il sort Voilà. des dossiers pour tout le monde, il a un dossier, tu vois. Exactement. Votre insignifiance vous tenait lieu de paravent et j'avais justement une question à vous poser. Comment pouvez-vous concilier votre fonction de député catholique démocrate avec votre métier d'avocat d'une grosse banque israélite? Et il y a une phrase que j'ai notée, que j'ai beaucoup aimée en fait dans le film, que j'étais obligé de vous sortir parce que là, c'est encore plus. Ça fait écho à la politique qu'on connaît depuis des décennies, quoi. Et ça dit, c'est une habitude bien française que de confier un mandat aux gens et de leur contester le droit d'en user. C'est beau, c'est beau. Ah bah oui. C'est vraiment très beau. C'est vrai. Ça dit tout, hein. C'est pour ça que le film par les politiques et les médias, le film, il a été descendu, hein. Ouais, il a vraiment été très, très critique. Et vraiment très. Il n'y a pas beaucoup de bonnes critiques sur ce film à l'époque. Hein. C'était pas 50-50. Hein, donc, Mais par ouais. son propos, tu vois que le film, il n'a pas vieilli parce qu'il résonne aujourd'hui, toi. Ouais, il résonne. Et en fait, ce que je trouve bien aussi dans le film, c'est que le film, en fait, il alterne, tu vois, entre, je veux dire, deux périodes, tu sais. Tu as celle où Oui. Émile Beaufort, donc il est à la retraite, et celle des Oui, fois, en fait, où il est en dans sa maison de activité. campagne, ouais.
Tu vois, avant de quitter le pouvoir, parce qu'on revient un petit peu sur sa carrière. Toi, c'est passionnant, quoi. Je veux dire, Il fait un dernier baroque d'honneur. Il Ouais, fait un le dernier film, baroque d'honneur et là, tout le monde en prend pour son grade. Ah, attention, Chalamont. Grâce au groupe Volard-Leuven, le pays vient de perdre ce matin 3 milliards. Et la Banque de France, pour soutenir le marché, va être obligée d'agir comme le font les coulissiers véreux. Et en plus, le parti pris, finalement, de Henri Verneuil, il est quand même assez clair, je trouve. Tu sais, il va dans le sens du spectateur, tu vois. Ouais. Nous, on est souvent excédés par les errances des politiciens, ou tu vois, qu'il s'agisse de ceux de l'époque ou de ceux d'aujourd'hui, tu vois. Monsieur le Président, je vous jure que je ne l'ai dit qu'à ma femme. On ne dit rien à sa femme quand on a épousé une banque. Ça se paye, la fortune, c'est ce qui coûte le plus cher. Toute la classe politique, il en prend pour son grade et on peut constater qu'il est toujours d'actualité. Donc, à un fait. excellent film, quoi, en fait. Et en plus, ça ouvre quand même un grand moment de cinéma pour. Moi, je comme me tu l'as lâche dit, jamais. Je me lâche jamais de le regarder, ce film-là. Hein. Non, parce que ça met vraiment en lumière, tu sais, les travers de toute la sphère politique, quoi. C'est vraiment très, très Non, bien puis quand fait, tu vois, en fait, le but qu'il a, c'est de faire que Chalamont ne prenne jamais même sa place ou puisse monter son parti. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il fait tout pour. D'ailleurs, tu vois qu'à la fin, voilà, c'est bon. Je ne dis pas si les gens, parce que c'est vrai que ça diffère par rapport au livre, hein, au roman. Oui. Enfin, oui, ça diffère. Ouais. Si on a lu le livre et puis qu'on a vu le film. Qui a un côté plus pessimiste, mais largement. Ouais. En tout cas, moi, je vais finir par vous dire que foncez voir Le Président ou revoyez-le ou redécouvrez ce film en le regardant. Moi, je sais pas, pour la 10e fois, la 15e fois, si vous voulez, mais parce qu'en fait, c'est le film politique le plus intelligent, le plus percutant, je crois, de l'histoire du cinéma français. Hein. Franchement. Si vous pensez que c'est moi, faites-moi traduire en justice. Oh, mais vous avez la folie des grandeurs, mon petit. Pensez-vous que la France peut en ce moment se payer le luxe d'un scandale financier? Allez le revoir, c'est génial. C'est vraiment mon numéro 1 et c'est ton numéro 1, donc voilà quoi. C'est, oui. Moi, je l'ai acheté en Blu-ray, tu vois. Pour moi, c'est mon numéro 1 incontesté. Donc voilà. y a pas de... Je l'ai acheté dans une belle édition, mais franchement, j'aurais toujours plaisir à voir ce film-là. Hein. Ah non, c'est un super film. Hein, donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, H? Non, écoute, hein, voilà, moi je suis. Voilà, c'est mon top, top 5. Là. Beau top 5, voilà. Une belle année, hein, donc voilà, un autre top 5 de l'année 61. Ouais, c'est vrai qu'on a été gâtés. Donc, notre top 5 de l'année 61, il arrive à sa fin. Donc, j'espère vraiment qu'on a réussi à vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir tous ces films de cette année. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous donner votre top 5 à vous, comme vous l'avez fait pour l'année 1960. Je vous remercie. Et si vous avez apprécié cette année 61, soyez fidèles au rendez-vous le mois prochain de l'année 1962. H, moi je te remercie comme d'habitude pour ta présence. C'est moi qui te remercie. J'espère que tu as apprécié ce top 5 spécial. Mais c'est toujours un plaisir de se replonger, dans ces films. Hein. Puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et à partager sur tous vos réseaux sociaux. On se retrouve le mois prochain pour le top 5 de l'année 1962. Donc, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la caverne du ciné. Je vous embrasse. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. Bonne soirée. Bye, moi. Ciao.